6 petites minutes, à peine un souffle. Et pourtant, ces 6 minutes ont suffi à bouleverser l'équilibre de la diplomatie mondiale. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de conclure sa prestation aux côtés de Donald Trump, affichant un sourire maîtrisé, distribuant des promesses de paix et enrobant le tout de grandes déclarations sur la civilisation, comme si chaque mot avait été répété des dizaines de fois. Mais pendant que les caméras captaient cette mise en scène presque parfaite, à Paris, dans un bureau discret de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène sans dire un mot, et son regard, lui, trahissait une certitude absolue. Il avait compris. Sébastien Lecornu venait de repérer ce que personne d'autre n'avait vu. Un détail minuscule en apparence, un simple mot glissé dans le discours de Nédaille, presque anodin pour un auditeur distrait, mais suffisant pour dévoiler toute la mécanique cachée derrière ce théâtre diplomatique. 3 jours plus tôt, dans une atmosphère lourde d'un lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau, portant la mention « Confidentielle défense », envoyée directement par les services de renseignement militaires français, et dès qu'il en prit connaissance, quelque chose changea immédiatement dans son attitude, comme si chaque ligne du document exigeait une vigilance totale. Le rapport révélait ce qui se préparait en coulisses à Washington, et selon des informations provenant à la fois du Mossad et de certains cercles au sein de l'administration américaine, Meadows s'apprêtait à jouer un double jeu particulièrement habile. Afficher publiquement son soutien au plan de paix de Trump, tout en conservant soigneusement dissimulé des clauses de sortie lui permettant de relancer les opérations militaires à tout moment, transformant ainsi une promesse de paix en simple façade stratégique. Le piège était parfait. Donald Trump obtiendrait sa victoire médiatique, Meadows le soutien américain pour continuer la guerre, et le monde croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Sébastien Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Meadows ne manipulait pas seulement son gouvernement. Il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les deux hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Mais Sébastien Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes, mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement,
Contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le. Mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Trump commença à parler pendant une demi-heure. « C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation, » déclara-t-il. « Nous sommes au-delà de très proches. » Il détailla les 20 points. Fin de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Tout semblait parfait. Trop parfait. Sébastien Lecornu prenait des notes, repérant chaque formulation vague, chaque promesse sans garantie. Puis vint le moment crucial. Nedaï s'avança vers le micro et dit « Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ramènera tous nos otages, démantèlera le Hamas, garantira qu'il ne menace plus jamais Israël. » La salle applaudit. Donald Trump sourit largement. Les journalistes tweetèrent « Percée historique, Meadows accepte le plan de paix. » Mais Lecornu ne souriait pas. Il avait entendu quelque chose. « Si le Hamas rejette l'accord, vous aurez notre soutien total pour faire ce que vous avez à faire, » l'interrompit Trump. « Cela peut se faire de la manière facile ou difficile, » ajouta Nedaï. « Mais cela sera fait. » Lecornu appuya sur pause et réécouta. « Vous avez entendu? Il ne dit pas quand nous atteindrons la paix. Il dit si le Hamas rejette. » Son conseiller Pierre Lévy hocha la tête. « Exactement comme notre rapport. Meadows veut que le Hamas rejette le plan. Comme ça, il dira « J'ai essayé, ils ont refusé. » Et Trump lui donnera son soutien total pour continuer la guerre. C'était juste assez de temps pour que les médias diffusent l'accord, mais pas assez pour que la nouvelle soit ancienne. Sébastien Lecornu descendit à la salle de presse où une vingtaine de journalistes attendaient. Il s'attendait à ce qu'il félicite simplement Donald Trump et Nedaï. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Lecornu s'installa derrière le pupitre et commença d'une voix calme mais déterminée. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nedaï ont présenté un plan pour Gaza. La France reconnaît les efforts américains. » Puis il fit une pause et prononça le mot qui change tout. Cependant, la France a des questions sérieuses sur la sincérité de certains acteurs dans ce processus. Les journalistes se redressèrent. Lecornu venait de franchir une ligne diplomatique. « J'ai lu attentivement le plan, » continua-t-il. « Il contient des éléments positifs, mais aussi de nombreuses ambiguïtés qui pourraient permettre à des partis de mauvaise foi de paraître engagés pour la paix tout en maintenant leur capacité à poursuivre la guerre. » Il sortit une feuille et devint très précis. Le plan dit qu'Israël se retirera vers la ligne convenue. Quelle ligne? Qui l'a définie? Le plan ne le dit pas. Le Hamas doit déposer les armes. Qui vérifie? Comment? Le plan ne le dit pas. Un conseil de paix dirigé par Trump. Quel mandat? Quel pouvoir? Le plan ne le dit pas. Puis Lecornu regarda la caméra et posa la question qui allait faire le tour du monde. La France a une question simple pour le Premier ministre Nedaï. Pourquoi avez-vous dit « je soutiens votre plan » plutôt que « j'accepte votre plan » ? Pourquoi avez-vous dit « si le Hamas rejette » plutôt que « quand nous atteindrons la paix » ? Ces mots ne sont pas des accidents. Ces mots révèlent des intentions. Le silence dans la salle était total. Un premier ministre français en fonction depuis 20 jours venait de remettre publiquement en question la sincérité de Nedaï devant le monde entier. « La France croit en la paix véritable, pas en la paix théâtrale », continua Lecornu. « Une paix véritable nécessite 3 choses. Des engagements clairs, des mécanismes de vérification robustes et une volonté sincère de toutes les parties. Le plan Trump-Nedaï contient le premier élément partiellement. Il ne contient pas le second et nous avons de sérieux doutes sur le troisième. » Un journaliste de Reuters leva la main. « Êtes-vous en train d'accuser Israël de mauvaise foi? » Lecornu répondit calmement. « Je ne fais aucune accusation. Je pose des questions que tout le monde devrait poser. Pourquoi accepter un plan avec tant d'ambiguïté?
Pourquoi un leader qui cherche vraiment la paix laisserait-il autant de portes de sortie? Le premier ministre Nedaï peut facilement le prouver. Il peut accepter des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Il peut accepter que l'ONU supervise l'application. Il peut accepter un calendrier clair avec des conséquences en cas de non-respect. S'il accepte, je m'excuserai personnellement et publiquement. Mais s'il refuse, il laissa la phrase en suspens. Un autre journaliste demanda « N'avez-vous pas peur d'isoler la France? Les États-Unis et Israël pourraient voir cela comme une trahison. » Le cornu sourit tristement. « Vous savez ce qui isole vraiment un pays? Ce n'est pas dire la vérité. C'est rester silencieux quand la vérité doit être dite. La France a été silencieuse trop souvent, sur le Rwanda, sur la Bosnie. Je préfère que la France soit isolée mais honnête, plutôt que populaire mais complice. » Il continua. « J'ai une dernière chose à dire à mes collègues leaders européens. Nous avons tous vu ce film. Des accords magnifiques, des poignées de main, des promesses de paix. Puis, quelques semaines plus tard, la violence reprend et tout le monde fait semblant d'être surpris. Nous ne pouvons pas continuer ce cycle. Alors oui, je pose des questions inconfortables. Oui, je remets en question ce que d'autres acceptent sans réfléchir. Parce que la vraie paix mérite mieux que des applaudissements automatiques. La dernière question vint d'un journaliste israélien. Netanyahou a servi pendant des décennies. Vous êtes en fonction depuis 20 jours. N'est-ce pas présomptueux de remettre en question son jugement? Sébastien Lecornu ne perdit pas son calme. L'expérience est importante, mais l'expérience n'est pas synonyme de sagesse. Quelqu'un peut avoir 30 ans d'expérience dans la guerre et 0 jour d'expérience dans la construction de la paix. Netanyahou est un survivant politique brillant. Mais survivre en politique n'est pas la même chose que diriger vers la paix. Quant à mon âge, vous avez raison. Je suis jeune et nouveau. Mais peut-être que c'est exactement ce dont ce conflit a besoin. Quelqu'un qui n'est pas fatigué par des décennies de cynisme. Lecornu quitta la salle. En coulisses, son équipe l'attendait. Les téléphones explosaient. Reuters, AFP, tout le monde voulait une réaction. Le ministère israélien vient de publier un communiqué disant que vos commentaires sont profondément décevants. Lecornu hocha la tête. Il s'y attendait. Son téléphone sonna. Numéro privé, préfixe américain. C'était Donald Trump. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire? » La voix de Trump était forte, mais contrariée. « J'ai dit la vérité telle que la France la voit, » répondit Lecornu calmement. « N'est-ce pas ce que font les Alliés? Les Alliés se soutiennent mutuellement, » répliqua Donald Trump. « Nous venons d'annoncer un plan historique et toi, tu le remets en question 1 heure plus tard. Cela ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous pour vous dire la vérité plutôt que de vous laisser être piégé, » dit Sébastien Lecornu fermement. Il y eut un silence. « Piégé? Tu penses que Netanyahou me piège? » Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui. Je pense qu'il vous utilise pour obtenir une couverture diplomatique afin de continuer la guerre. Trump sembla réfléchir. « Explique-moi. » Lecornu prit une profonde inspiration. « Monsieur le Président, pensez à la manière dont cela s'est passé. Netanyahou arrive, dit toutes les bonnes choses, accepte votre plan. Les médias vous applaudissent, magnifique. Mais regardez les mots qu'il a utilisés. Je soutiens votre plan, pas j'accepte, pas je m'engage, des formules vagues et non contraignantes. Et puis il dit si le Hamas rejette. Pourquoi si et pas quand nous atteindrons la paix? Parce qu'il s'attend à ce qu'ils rejettent. Et quand ils rejetteront, vous lui avez déjà dit devant les caméras, tu auras notre soutien total pour faire ce que tu as à faire. Vous venez de lui donner un chèque en blanc. Il va maintenant s'assurer que le Hamas rejette et ensuite il vous dira « Vous voyez, j'ai essayé, vous étiez témoin. Maintenant, je dois continuer la guerre et vous avez promis de me soutenir. » Le silence dura plusieurs secondes. Quand Trump parla à nouveau, il semblait troublé. « Tu penses vraiment qu'il ferait ça? »« Je ne pense pas. Je sais. Nos services de renseignement ont intercepté des communications du bureau de Netanyahou. Il a dit à ses proches qu'il ne croit pas que le Hamas acceptera et que s'ils acceptent, il trouvera un moyen de dire qu'ils violent les termes. » Donald Trump resta silencieux. « Si tu as raison, je vais avoir l'air d'un idiot. »
Non, Monsieur le Président. Si j'ai raison et que vous agissez maintenant, vous aurez l'air d'un leader qui ne se laisse pas manipuler. Mais si vous ignorez cet avertissement et que Netanyahou fait exactement ce que je dis, alors oui, l'histoire ne sera pas gentille. « Qu'est-ce que tu me suggères ?» demanda Trump. C'était la première fois qu'il demandait conseil plutôt que de dicter. Ajouter des garanties au plan. Insister sur des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Dire à Netanyahou qu'il doit accepter une supervision de l'ONU et clarifier que votre soutien est conditionnel au respect réel de l'accord. Si vous faites cela, vous serez le président qui a réellement apporté la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez celui qui a été joué par Netanyahou. Le choix vous appartient. Trump soupira. « Tu joues un jeu dangereux, Sébastien ? Netanyahou est puissant. Il a 6 petites minutes, à peine un souffle. Et pourtant, ces 6 minutes ont suffi à bouleverser l'équilibre de la diplomatie mondiale. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de conclure sa prestation aux côtés de Donald Trump, affichant un sourire maîtrisé, distribuant des promesses de paix et enrobant le tout de grandes déclarations sur la civilisation, comme si chaque mot avait été répété des dizaines de fois. Mais pendant que les caméras captaient cette mise en scène presque parfaite, à Paris, dans un bureau discret de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène sans dire un mot, et son regard, lui, trahissait une certitude absolue. Il avait compris. Sébastien Lecornu venait de repérer ce que personne d'autre n'avait vu. Un détail minuscule en apparence, un simple mot glissé dans le discours de Nédaille, presque anodin pour un auditeur distrait, mais suffisant pour dévoiler toute la mécanique cachée derrière ce théâtre diplomatique. 3 jours plus tôt, dans une atmosphère lourde d'un lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau, portant la mention « Confidentielle défense », envoyée directement par les services de renseignement militaires français, et dès qu'il en prit connaissance, quelque chose changea immédiatement dans son attitude, comme si chaque ligne du document exigeait une vigilance totale. Le rapport révélait ce qui se préparait en coulisses à Washington, et selon des informations provenant à la fois du Mossad et de certains cercles au sein de l'administration américaine, Meadows s'apprêtait à jouer un double jeu particulièrement habile. Afficher publiquement son soutien au plan de paix de Trump, tout en conservant soigneusement dissimulé des clauses de sortie lui permettant de relancer les opérations militaires à tout moment, transformant ainsi une promesse de paix en simple façade stratégique. Le piège était parfait. Donald Trump obtiendrait sa victoire médiatique, Meadows le soutien américain pour continuer la guerre, et le monde croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Sébastien Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Meadows ne manipulait pas seulement son gouvernement. Il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les 2 hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit
Fais-le, mais sois prudent, Médot est redoutable. Mais Sébastien Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes, mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nedaï de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Médot jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron a 6 petites minutes, à peine un souffle. Et pourtant, ces 6 minutes ont suffi à bouleverser l'équilibre de la diplomatie mondiale. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de conclure sa prestation aux côtés de Donald Trump, affichant un sourire maîtrisé, distribuant des promesses de paix et enrobant le tout de grandes déclarations sur la civilisation, comme si chaque mot avait été répété des dizaines de fois. Mais pendant que les caméras captaient cette mise en scène presque parfaite, à Paris, dans un bureau discret de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène sans dire un mot, et son regard, lui, trahissait une certitude absolue. Il avait compris. Sébastien Lecornu venait de repérer ce que personne d'autre n'avait vu. Un détail minuscule en apparence, un simple mot glissé dans le discours de Nedaï, presque anodin pour un auditeur distrait, mais suffisant pour dévoiler toute la mécanique cachée derrière ce théâtre diplomatique. 3 jours plus tôt, dans une atmosphère lourde de lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau, portant la mention « Confidentielle défense », envoyée directement par les services de renseignement militaires français, et dès qu'il en prit connaissance, quelque chose changea immédiatement dans son attitude, comme si chaque ligne du document exigeait une vigilance totale. Le rapport révélait ce qui se préparait en coulisses à Washington, et selon des informations provenant à la fois du Mossad et de certains cercles au sein de l'administration américaine, Médot s'apprêtait à jouer un double jeu particulièrement habile. Afficher publiquement son soutien au plan de paix de Trump, tout en conservant soigneusement dissimulé des clauses de sortie lui permettant de relancer les opérations militaires à tout moment, transformant ainsi une promesse de paix en simple façade stratégique. Le piège était parfait. Donald Trump obtiendrait sa victoire médiatique, Médot le soutien américain pour continuer la guerre, et le monde croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Sébastien Lecornu connaissait Nedaï depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Médot ne manipulait pas seulement son gouvernement. Il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les 2 hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nedaï de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement,
contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Mais Sébastien Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes, mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nedaï de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Trump commença à parler pendant une demi-heure. « C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation, » déclara-t-il. « Nous sommes au-delà de très proches. » Il détailla les 20 points. Fin de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Tout semblait parfait. Trop parfait. Sébastien Lecornu prenait des notes, repérant chaque formulation vague, chaque promesse sans garantie. Puis vint le moment crucial. Nedaï s'avança 6 petites minutes, à peine un souffle. Et pourtant, ces 6 minutes ont suffi à bouleverser l'équilibre de la diplomatie mondiale. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de conclure sa prestation aux côtés de Donald Trump, affichant un sourire maîtrisé, distribuant des promesses de paix et enrobant le tout de grandes déclarations sur la civilisation, comme si chaque mot avait été répété des dizaines de fois. Mais pendant que les caméras captaient cette mise en scène presque parfaite, à Paris, dans un bureau discret de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène sans dire un mot, et son regard, lui, trahissait une certitude absolue. Il avait compris. Sébastien Lecornu venait de repérer ce que personne d'autre n'avait vu. Un détail minuscule en apparence, un simple mot glissé dans le discours de Nedaï, presque anodin pour un auditeur distrait, mais suffisant pour dévoiler toute la mécanique cachée derrière ce théâtre diplomatique. 3 jours plus tôt, dans une atmosphère lourde de lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau, portant la mention « Confidentielle défense », envoyée directement par les services de renseignement militaires français, et dès qu'il en prit connaissance, quelque chose changea immédiatement dans son attitude, comme si chaque ligne du document exigeait une vigilance totale. Le rapport révélait ce qui se préparait en coulisses à Washington, et selon des informations provenant à la fois du Mossad et de certains cercles au sein de l'administration américaine, Meadows s'apprêtait à jouer un double jeu particulièrement habile. Afficher publiquement son soutien au plan de paix de Trump, tout en conservant soigneusement dissimulé des clauses de sortie lui permettant de relancer les opérations militaires à tout moment, transformant ainsi une promesse de paix en simple façade stratégique. Le piège était parfait. Donald Trump obtiendrait sa victoire médiatique, Meadows le soutien américain pour continuer la guerre, et le monde croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Sébastien Lecornu connaissait Nedaï depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Meadows ne manipulait pas seulement son gouvernement. Il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les 6 petites minutes. À peine un souffle.
Et pourtant, ces 6 minutes ont suffi à bouleverser l'équilibre de la diplomatie mondiale. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnan venait tout juste de conclure sa prestation aux côtés de Donald Trump, affichant un sourire maîtrisé, distribuant des promesses de paix et enrobant le tout de grandes déclarations sur la civilisation, comme si chaque mot avait été répété des dizaines de fois. Mais pendant que les caméras captaient cette mise en scène presque parfaite, à Paris, dans un bureau discret de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène sans dire un mot, et son regard, lui, trahissait une certitude absolue. Il avait compris. Sébastien Lecornu venait de repérer ce que personne d'autre n'avait vu. Un détail minuscule en apparence, un simple mot glissé dans le discours de Nédaille, presque anodin pour un auditeur distrait, mais suffisant pour dévoiler toute la mécanique cachée derrière ce théâtre diplomatique. 3 jours plus tôt, dans une atmosphère lourde d'un lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau, portant la mention « Confidentielle défense », envoyée directement par les services de renseignement militaires français, et dès qu'il en prit connaissance, quelque chose changea immédiatement dans son attitude, comme si chaque ligne du document exigeait une vigilance totale. Le rapport révélait ce qui se préparait en coulisses à Washington, et selon des informations provenant à la fois du Mossad et de certains cercles au sein de l'administration américaine, Meadows s'apprêtait à jouer un double jeu particulièrement habile. Afficher publiquement son soutien au plan de paix de Trump, tout en conservant soigneusement dissimulé des clauses de sortie lui permettant de relancer les opérations militaires à tout moment, transformant ainsi une promesse de paix en simple façade stratégique. Le piège était parfait. Donald Trump obtiendrait sa victoire médiatique, Meadows le soutien américain pour continuer la guerre, et le monde croirait qu'Israël cherchait sincèrement la paix. Sébastien Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Meadows ne manipulait pas seulement son gouvernement. Il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les deux hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Mais Sébastien Lecornu voyait des failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes, mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Emmanuel Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la DGSE. Quand Lecornu termina son briefing, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations.
Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Meadows jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le. Mais sois prudent, Meadows est redoutable. » Trump commença à parler pendant une demi-heure. « C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation, » déclara-t-il. « Nous sommes au-delà de très proches. » Il détailla les 20 points. Fin de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Tout semblait parfait. Trop parfait. Sébastien Lecornu prenait des notes, repérant chaque formulation vague, chaque promesse sans garantie. Puis vint le moment crucial. Nedaï s'avança vers le micro et dit « Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ramènera tous nos otages, démantèlera le Hamas, garantira qu'il ne menace plus jamais Israël. » La salle applaudit. Donald Trump sourit largement. Les journalistes tweetèrent « Percée historique, Meadows accepte le plan de paix. » Mais Lecornu ne souriait pas. Il avait entendu quelque chose. « Si le Hamas rejette l'accord, vous aurez notre soutien total pour faire ce que vous avez à faire, » l'interrompit Trump. « Cela peut se faire de la manière facile ou difficile, » ajouta Nedaï. « Mais cela sera fait. » Lecornu appuya sur pause et réécouta. « Vous avez entendu? Il ne dit pas quand nous atteindrons la paix. Il dit si le Hamas rejette. » Son conseiller Pierre Lévy hocha la tête. « Exactement comme notre rapport. Meadows veut que le Hamas rejette le plan. Comme ça, il dira « J'ai essayé, ils ont refusé. » Et Trump lui donnera son soutien total pour continuer la guerre. C'était juste assez de temps pour que les médias diffusent l'accord, mais pas assez pour que la nouvelle soit ancienne. Sébastien Lecornu descendit à la salle de presse où une vingtaine de journalistes attendaient. Il s'attendait à ce qu'ils félicitent simplement Donald Trump et Nedaï. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Lecornu s'installa derrière le pupitre et commença d'une voix calme mais déterminée. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nedaï ont présenté un plan pour Gaza. La France reconnaît les efforts américains. » Puis il fit une pause et prononça le mot qui change tout. Cependant, la France a des questions sérieuses sur la sincérité de certains acteurs dans ce processus. Les journalistes se redressèrent. Lecornu venait de franchir une ligne diplomatique. « J'ai lu attentivement le plan, » continua-t-il. « Il contient des éléments positifs, mais aussi de nombreuses ambiguïtés qui pourraient permettre à des partis de mauvaise foi de paraître engagés pour la paix tout en maintenant leur capacité à poursuivre la guerre. » Il sortit une feuille et devint très précis. Le plan dit qu'Israël se retirera vers la ligne convenue. Quelle ligne? Qui l'a définie? Le plan ne le dit pas. Le Hamas doit déposer les armes. Qui vérifie? Comment? Le plan ne le dit pas. Un conseil de paix dirigé par Trump. Quel mandat? Quel pouvoir? Le plan ne le dit pas. Puis Lecornu regarda la caméra et posa la question qui allait faire le tour du monde. La France a une question simple pour le premier ministre Nedaï. Pourquoi avez-vous dit « je soutiens votre plan » plutôt que « j'accepte votre plan » ? Pourquoi avez-vous dit « si le Hamas rejette » plutôt que « quand nous atteindrons la paix » ? Ces mots ne sont pas des accidents. Ces mots révèlent des intentions. Le silence dans la salle était total. Un premier ministre français en fonction depuis 20 jours venait de remettre publiquement en question la sincérité de Nedaï devant le monde entier. La France croit en la paix véritable, pas en la